Et bonjour à tous, amateurs d'histoires d'horreur et faits étranges. Comment ça va la team? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Est-ce que ça va le travail? Est-ce que ça va l'école? Tout ça, tout ça. Moi ça va plutôt bien et je suis très contente car j'ai de nouvelles histoires très étranges à vous raconter. Je vais vous raconter 3 histoires qui sont des récits, je ne sais pas en fait s'ils sont fictifs ou s'ils sont réels, mais en tout cas c'est des récits très étranges. Petit trigger warning aussi, dans ces histoires il y aura sûrement des faits et des dires assez glauques, de l'abus sexuel, du harcèlement et tout un tas de choses pas très sympathiques. Donc ceux qui sont plutôt sensibles à ce genre de choses, y a pas de souci, vous pouvez quitter la vidéo, je préfère vous prévenir. En tout cas, moi j'ai hâte de vous raconter ces 3 histoires, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Installez-vous confortablement, préparez de quoi manger, de quoi boire, réchauffez-vous avec votre petit plaid et n'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières et de fermer les portes à clé. Sur ce, nous sommes partis pour la première histoire. Salut tout le monde, je suis Alex. J'anime une émission de radio libre nocturne sur une petite fréquence locale dans le centre de la France. La plupart des appels proviennent des habitants des localités proches, et parfois des camionneurs qui passent par là et qui s'ennuient une fois la nuit tombée. De 22h à 5h du matin, je passe mes disques préférés. Et surtout, je reçois les appels de ceux qui veulent échanger à propos de nombreux sujets, surtout politiques ou ayant trait à des initiatives culturelles du coin. Le samedi soir est la soirée entièrement réservée à la radio libre. C'est à ce moment-là qu'on reçoit le plus d'appels et qu'on fait nos meilleures audiences. C'est pour ça qu'au début de la saison, on a décidé de consacrer une partie du samedi soir, à partir de minuit, aux faits inexpliqués et paranormaux. On appelle cette partie de l'émission Radio Libre Paranormal. C'est pas très original, mais c'est efficace. Kevin, mon collègue qui s'occupe du standard et du son, a même préparé un tapis sonore bien flippant pour l'émission, à base de cris de femmes pris de films d'horreur et de musique synthwave. Encore une fois, je suis désolée pour l'accent. Et honnêtement, jusqu'à samedi dernier, on s'amusait bien. On avait régulièrement des appels d'ados du coin prétendant avoir vu le fantôme de leur grand-mère ou aperçu des gens bizarres qui les suivaient. Bref, des histoires pour se faire peur, mais auxquelles personne ne croit vraiment. C'était bon enfant, un peu l'équivalent des histoires qu'on se raconte autour d'un feu de bois. Je pense que les réditeurs de Air Horror savent de quoi je parle. Mais samedi dernier, on a reçu un appel qui n'avait rien à voir avec ce dont on avait l'habitude. Il était environ minuit 30 et l'émission avait bien commencé, avec un mini débat sur le Dogman. On était en train de passer un titre de Carpenter Brut lorsque Kevin me fit un petit signe pour allumer mon casque. Il avait quelque chose à me dire. Et Alex, on a un témoignage sur la ligne 2. Ok, nom, profession, raison de l'appel? C'est un camionneur, Bernard, qui... je crois qu'il a un problème avec son camion. Ok, on va voir, on le prend. Dès que la chanson a fini, j'ai repris mon numéro habituel. C'était Turbo Killer de Carpenter Brut. Vous écoutez toujours Radio Libre Paranormal, l'émission qui vous fait frissonner des pieds à la tête, sur votre canapé ou sous votre couette. Et nous avons un nouvel appel de la part de Bernard. Bernard, vous nous entendez? Après quelques secondes de grésillement, une voix rauque a répondu. Oui, je vous entends. Bernard, c'est ça? Alors, vous faites quoi dans la vie, Bernard? Je suis chauffeur routier. Très bien. Et vous transportez quoi de beau? Mais on s'en fout de ça! Bernard venait juste de hurler. J'avais un peu l'habitude de gérer ce genre de comportement. Il arrive que certaines personnes appellent la station en étant ivres ou en colère, et on les coupe direct. On n'est pas là pour se faire insulter ou faire du drama. Cependant, je laisse toujours une chance à l'intervenant de se rattraper. Oh, Bernard, va falloir se calmer là. On parle pas sur ce ton. Pardon, je suis désolée. Disons que je suis sur les nerfs. Pourquoi Bernard? Que se passe-t-il? J'étais en train de conduire et vers 20h j'ai décidé de m'arrêter sur une aire d'autoroute pour pioncer quelques heures. Bizarrement, j'en trouvais pas. Et à un moment, j'ai vu une sortie qui indiquait le village de Briat. Du coup, je suis sortie de l'autoroute et je me suis retrouvée à suivre une vieille départementale. Ça m'éloignait de ma destination. Et il n'y avait pas d'air de repos à l'horizon. Au bout de quelques kilomètres, je suis arrivée à Briat. Il y avait une station de service à l'entrée du bled. Alors je m'y suis arrêtée pour faire un peu d'essence et tailler le bout de gras avec le caissier. Il était un peu étrange. Étrange? C'est-à-dire?
Quand je suis entrée dans la station-service, il était tout à fait normal. C'était un jeune gars, la vingtaine, avec des cheveux longs et une casquette noire. Je lui ai demandé de me faire un café et je voulais payer pour l'essence. Mais ma carte n'est pas passée. Heureusement, j'avais du liquide sur moi. Sauf que quand j'ai sorti mes euros, le mec m'a dit qu'il ne prenait que les francs. Les francs? J'ai cru à une blague, mais il était sérieux. Puis son regard a changé, comme si un voile s'était déposé sur ses pupilles, ou quelque chose comme ça. Il m'a dit en face, « Vous n'êtes pas d'ici, partez ». Waouh, Bernard! Désolé que vous ayez une mauvaise expérience. Personnellement, je ne connais pas de village nommé Briat. Mais si nos auditeurs connaissent cette commune, ou mieux, y vivent, qu'ils nous appellent au standard, qu'avez-vous fait ensuite? Je suis retournée dans mon camion et au lieu de faire demi-tour comme mon instinct me le hurlait, je me suis dit que j'allais trouver un endroit pour manger chaud et peut-être dormir, dans le village même. Bien sûr. Briat est un petit village assez joli, mais très vieillot. Imaginez quelques dizaines de maisons datant du début du XXe siècle probablement. Au centre-ville, il y a l'église et quelques commerces. Je me suis garée comme j'ai pu et je suis sortie pour chercher un resto. Il faisait déjà nuit et heureusement, il n'y avait pas de circulation. J'ai marché quelques minutes pour arriver au centre du village. J'ai rapidement identifié une brasserie où il y avait un peu de monde. À 200 mètres, 3 gamins jouaient à la balle dans une rue, éclairée par un lampadaire. Je me suis approchée de la brasserie et j'ai cherché la liste des plats sur la devanture. Au bout d'un moment, j'ai eu une impression étrange, comme si j'étais épiée. Je me suis retournée, les 3 gamins avaient arrêté de jouer au foot et me fixaient, immobiles, et leurs yeux... Et à ce moment-là, la voix de Bernard s'est brisée. Bizarrement, je me suis rendu compte que j'avais la gorge nouée. Continuez, Bernard. Les yeux étaient, je vous le jure, comme ceux du caissier de la station-service. Et l'un d'entre eux a lentement levé son bras, pointant son index dans ma direction. Il semblait dire quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à cette distance. Ok, c'est vraiment chelou. Je suis entrée à ce moment-là dans la brasserie. Je me suis dirigée vers le comptoir. Il y avait une femme d'une quarantaine d'années qui était en train de servir une bière à un autre client. Je lui ai demandé s'il servait à manger et surtout s'ils acceptaient les euros. À la mention de cette monnaie, la femme m'a regardé bizarrement et a répété « Les euros ?» comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait parler de ça. Elle a ri, puis son visage s'est comme figé. Là encore, un voile est passé sur ses yeux et ses traits se sont relâchés. Son visage n'était plus qu'une sorte de masque de chair. Elle m'a fixé et a clairement dit « Vous n'êtes pas d'ici ? Partez !» J'ai reculé comme sous le choc d'un coup. Elle était devenue exactement comme le caissier de la station-service et avait dit les mêmes mots. Je me suis rapidement rendu compte que tous les autres clients de la brasserie avaient également leur regard posé sur moi, arborant toute la même expression vide. J'ai senti les poils de mes avant-bras se hérisser alors que toutes les personnes du restaurant se sont mis à crier « Partez, partez !» J'ai failli tomber en reculant, mais je me suis rattrapée au dernier moment à la poignée de la porte. Je suis sortie du bistrot et j'ai pris une grande inspiration une fois dans la rue. Je me suis retournée et les clients de la brasserie étaient maintenant massés devant la devanture et leur regard était toujours rivé sur moi. Ils continuaient à hurler « Vous n'êtes pas d'ici, partez !» Et là, d'un coup, j'ai senti une douleur à la tempe. J'ai porté les doigts à ma tête et une substance chaude dégoulinait de mon front. Je baisse les yeux et à mes pieds gisait une pierre ensanglantée. Je relève les yeux et je vois les 3 enfants qui auparavant jouaient au foot venir vers moi. Ils avaient chacun dans leurs mains une pierre. À ce moment-là, j'ai pris les jambes à mon cou. Et alors que je courais en direction de mon camion, je pouvais entendre les enfants crier « Vous n'êtes pas d'ici !» Une pierre a effleuré ma tête et est allée rebondir sur le pavé, à quelques dizaines de centimètres de moi. J'ai couru et couru. Au bout de quelques minutes, je n'entendais plus rien derrière moi. J'ai rapidement jeté un coup d'œil et personne. J'ai repris doucement mon souffle. J'étais quasiment arrivée à mon camion. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la route immédiatement et que je quitte pour toujours ce village du démon pour ne pas y revenir. Lorsque je suis arrivée à la hauteur de mon véhicule, je me suis aperçue que les pneus étaient dégonflés. En m'approchant, j'ai constaté qu'ils avaient été lacérés. J'ai lâché un putain, alors qu'une ombre se détachait progressivement des ténèbres alentour. Et là, j'ai reconnu immédiatement la silhouette. C'était le caissier de la station-service. Le jeune portait toujours sa casquette, vissée sur ses longs cheveux, mais tenait maintenant un long couteau, certainement le même qu'il avait utilisé pour lacérer les pneus de mon camion. Il s'est avancé vers moi et m'a murmuré « Vous n'êtes pas d'ici ». Et là, il s'est jeté sur moi, le couteau visant ma jugulaire. En un quart de seconde, mes réflexes me surprenant moi-même, j'ai évité le coup, passant ma tête sous le bras du caissier. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée, cognant mon épaule contre le bitume. Le jeune homme se met à crier et s'apprête à me poignarder. Sans réfléchir, je lui porte un coup de pied dans le genou gauche, ce qui a suffi à le déstabiliser. Son pied a glissé et il s'est affalé juste à côté de moi. Je me suis mis sur lui et j'ai maintenu mon avant-bras contre sa trachée pour l'empêcher de respirer et j'ai agrippé sa main droite, celle qui tenait le couteau. Le caissier avait les yeux écarquillés et de la bave coulait de sa bouche sur son menton. Il était comme enragé. Alors que je tentais de le maintenir sous mon poids, il a mordu l'avant-bras que j'utilisais pour l'étouffer et j'ai relâché ma prise. Le jeune homme en a profité
profité pour faire un mouvement de son bras droit et la lame du couteau m'a entaillé la joue gauche. Et là, je crie de douleur. J'ai empoigné sa main droite et toujours utilisant mon poids, j'ai tenté de rediriger le couteau vers son visage. Et dans un ultime effort, j'ai laissé sortir un hurlement de rage et j'ai mis toutes mes forces pour abaisser la lame qui s'est plantée dans le cou du jeune homme. Le caissier que j'avais vu pour la première fois peut-être 1 heure auparavant à peine était maintenant allongé sur la route, un couteau planté dans la gorge. Il essayait encore de dire quelque chose, mais sa bouche était remplie d'un liquide gluant et de couleur rubis. Après quelques instants, il s'est arrêté de respirer. Je me suis relevée difficilement, j'avais mal sur tout le côté gauche de mon visage à cause de la pierre reçue sur la tempe et de la blessure que le jeune homme m'avait fait à la joue. Du sang coulait sur mes vêtements. Je suis montée dans l'habitacle de mon camion et j'ai fermé les portes à clé. Je pouvais pas rouler avec les pneus crevés. J'ai pris mon téléphone portable, mais il y avait aucun réseau. Puis je me suis souvenue de ma CB. C'est comme ça que j'ai réussi à capter votre émission. S'il vous plaît, maintenant que je vous ai raconté mon histoire, appelez la police et dites-leur de venir le plus vite possible à Briat. S'il y a bien une règle d'or en radio et dans les médias de manière générale, c'est de ne jamais laisser le silence à l'antenne. Mais après ce témoignage, je vous avouerai que je ne savais pas quoi dire. Dans mon casque, Kevin devenait fou. « Alex, reprends l'antenne !» Et je me suis repris. Ok, Bernard, merci de ce témoignage absolument poignant. Mon assistant va appeler les forces de l'ordre immédiatement. Dites-moi, vous êtes toujours dans votre camion ? Oui, je suis trop fatiguée pour bouger là. D'accord, très bien. J'ose espérer que cette histoire, qui était très bien racontée, ne méprenez pas ce que je vous dis, évidemment. Que cette histoire, donc, est une fiction, n'est-ce pas, Bernard ? Quoi ? Mais vous n'avez rien compris, ma parole ! Non, tout est vrai ! Mais... Je cherchais mes mots un instant. Pourquoi les villageois se sont-ils tous ligués contre vous ? Ça n'a aucun sens. Écoutez, je crois, vous allez me prendre pour un fou, mais je crois que je ne suis plus dans le même monde. Pardon ? Je ne crois pas que je suis dans le monde normal. Ici, ils n'utilisent pas les euros et ils disent tous que je ne suis pas d'ici. Je crois que lorsque j'ai pris cette sortie d'autoroute, d'une certaine façon, et je ne sais pas comment, j'ai changé de réalité. Ça expliquerait pourquoi la carte bancaire ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de réseau téléphonique alors. Exact. Pour une raison que j'ignore, les ondes radio fonctionnent encore, ce qui me permet de vous parler. Je pense que les habitants de ce monde comprennent instinctivement que je n'appartiens pas à cette réalité. Comme un glitch ou un virus, je sais pas. Et ils doivent m'éliminer. Ok. Kevin, depuis le standard, me fait signe qu'ils étaient en train de parler à la police. Très bien, Bernard. Restez encore en ligne, nous avons contacté la police. Oh non ! Bernard ? Ils sont là ! Qui est là ? La police ? Non, les villageois de Briat, ils sont tous là, ils sont armés. Un bruit sourd satura la communication. Bernard ? Qu'est-ce que c'était ? Des pierres, ils se mettent à en jeter sur le camion. Oh merde ! Encore un autre bruit sourd, puis un autre et un autre. Bernard, vous êtes avec nous ? Ils sont maintenant autour du camion, ils essayent de briser les vitres. Non ! Bernard ! Plus personne ne répondait à l'autre bout du fil. Kevin me regardait avec les yeux gros comme des œufs d'autruche. Je lui fis signe de mettre un disque, ce qu'il fit immédiatement. World in My Eyes de Dépêche Mode commença à émettre sur les ondes. J'ai enlevé mon casque et j'ai rejoint Kevin au standard. Tu as pu avoir la police ? Ouais, mais il n'y a pas de village qui s'appelle Briat. Quoi ? Les flics ont cru à un canular, ils bougeront pas. Donc c'était une blague ? Ouais, sûrement. J'étais soulagée. Et en même temps, je vous avoue que j'étais quand même toujours pas mal inquiet. Tout ça avait paru tellement réel. Kevin et moi avons laissé plusieurs disques passer avant de reprendre l'antenne. Nul besoin de vous préciser que tous les appels suivants souhaitaient parler de ce qui venait de se produire. On a fini l'émission comme d'habitude à 5h du matin, lessivés. Alors qu'on sortait à la fin de l'émission, on s'est rendu compte que plusieurs hommes en costume cravate attendaient devant la station de radio. Ils se sont présentés comme des gendarmes et nous ont montré leur badge. Assez pour qu'on voit marqué gendarmerie, mais pas assez longtemps pour qu'on se rappelle leur nom. Ils nous ont dit avoir été appelés par la police et qu'une investigation pour le meurtre d'un jeune homme avait été ouverte. Ils devaient prendre toutes les bandes de l'émission de cette nuit et qu'elles seraient utilisées dans le cadre de l'enquête. Kevin et moi leur avons tout donné. Puis, ces hommes sont montés dans leur SUV noir et sont partis. Le lundi, nous avons appris que la station de radio avait fermé. Notre patron est injoignable. Par curiosité, Kevin et moi sommes allés au commissariat pour savoir qui était en charge de l'enquête. Les flics n'étaient au courant d'aucune enquête. Ils n'avaient jamais transmis l'information à quiconque. Ils pensaient vraiment que c'était un canular. Quelques jours après, Kevin m'a appelé. Il était très angoissé. Il m'a dit que la fréquence sur laquelle nous émettions notre radio libre était dorénavant inaccessible. Il n'arrivait pas à comprendre comment ce soit le cas, hormis si quelqu'un avait mis en place un bloqueur. Aujourd'hui, je partage ce témoignage sur Reddit car je pense que tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Je mets peut-être ma vie en danger en faisant cela. Bernard a-t-il réellement visité une réalité parallèle ? Je l'ignore. Mais en tout cas, certaines personnes ne veulent pas que ça se sache. Et surtout, si vous voyez un panneau de sortie indiquant le village de Briat, ne le prenez jamais.
Et c'est comme ça que ce récit se termine. Ce thread du coup a été écrit il y a quelques mois, donc peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a une suite, s'il y a des updates, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, cette histoire est vraiment très étrange. Est-ce que c'est du paranormal? Est-ce qu'il y a un délire de monde parallèle? Ça, on le saura peut-être s'il y a une suite, ou pas. Sur ce, on va passer à la deuxième histoire, qui du coup, pour les âmes sensibles, peut-être à s'abstenir. Donc, c'est parti. Ok, normalement je poste pas ce genre de truc, mais là, je flippe. Déjà, je dois dire un truc. Il n'y a aucune mention de sexe explicite dans ce récit. J'ai bien lu les règles du sub, mais je poste ici car honnêtement, je ne sais pas où le mettre. Et j'ai vraiment besoin d'en parler. De même, en guise de trigger warning, si ce genre de sujet vous dérange, ne lisez pas ce qui va suivre. Je m'appelle Michael, j'ai la trentaine et je bosse dans l'audiovisuel. Voilà pour ma rapide bio. Je m'étendrai pas sur ma vie car c'est pas le but. Bref, lundi soir, ma copine Sophie étant partie chez sa famille pour les vacances, elle est prof des écoles, j'étais tout seul chez moi. Et bref, je me sentais un peu seule, vous comprenez. Donc, avant de dormir, je suis allée surfer un peu sur le net pour regarder quelques vidéos de charme, comme on disait dans les années 90. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur un site que je ne connaissais pas. Généralement, je les évite. C'est des vrais nids à virus informatiques. Mais il y avait une vidéo d'une actrice que j'aime bien. Et j'ai commencé à cliquer sur quelques liens internes au site. Pour ceux qui vont le demander, dans les commentaires, non, je ne vous donnerai pas l'adresse de ce site. Vous savez peut-être, bande de petits filous, que sous les vidéos, il y a des catégories, auxquelles se rattache le film que vous êtes en train de mater. Mais sur ce site-là, il y avait aussi des recommandations, en fin de page, sur les catégories les plus utilisées par les visiteurs. Et celle qui venait en premier se nommait Your Girlfriend. J'ai cliqué sans y penser plus que ça. Je m'attendais à du contenu amateur, filmé de manière dégueulasse à l'iPhone. La page qui s'est chargée ne contenait qu'une seule vidéo. Elle était intitulée Sophie. Et la miniature en noir et blanc montrait l'intérieur de ce qui semblait être une chambre d'hôtel, prise d'une caméra de surveillance fixée dans un coin du plafond. J'ai lancé la vidéo et au bout de quelques secondes, on peut voir la porte de la chambre s'ouvrir. Une femme rit et s'avance. Un homme, dont on ne voit pas le visage, la suit, une main sur ses hanches. Elle se retourne et l'embrasse, puis se dirige vers la salle de bain. En l'attendant, l'homme se déshabille et s'installe sur le lit. Quelques minutes plus tard, la femme le rejoint. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'ils font, vous pouvez l'imaginer. La vidéo dure 1h30. Le problème, c'est que cette femme, c'est Sophie, c'est ma copine. J'avais perdu toute envie de regarder des vidéos de charme, mais j'ai néanmoins regardé cette vidéo plusieurs fois cette nuit-là. Je peux sans conteste vous affirmer que c'était bien Sophie. Son visage, son corps, ses mimiques, son rire, je reconnaissais absolument tout. Au début, j'ai cru, comme je bosse dans l'audiovisuel, que c'était un deepfake. Un deepfake très bien fait. Cependant, ça posait de nombreuses questions. Suis-je la cible d'un hacker qui s'est amusé à mettre la tête de ma copine sur une sextape? Pourquoi? Et comment savait-il que j'allais cliquer sur ce site en particulier? Ça n'avait aucun sens. Et j'avais également un sentiment très fort en moi que cette vidéo était réelle. Généralement, on peut voir si un enregistrement vidéo a été manipulé. La technologie deepfake n'est pas encore parfaite, et mon parcours dans l'audiovisuel me permettait de voir qu'il n'y avait pas eu de retouche numérique. Le lendemain, mardi, j'ai appelé Sophie et je lui ai demandé si elle était bien arrivée chez ses parents. Oui, bien sûr, mon chéri. Ils vont bien et te passent le bonjour. Tu leur passeras le bonjour de ma part aussi. Dis-moi, tu as fait quoi hier soir? À ce moment, Sophie a marqué un temps de silence. Puis, elle s'est un peu raclé la gorge et m'a dit: C'est étrange que tu me poses cette question. En fait, je me souviens pas trop d'hier soir. J'ai coupé court à la conversation. J'ai été assez glaciale au téléphone, mais pour moi, c'était quasiment une admission de culpabilité de la part de Sophie. Elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait la veille. Franchement, elle aurait pu trouver une autre excuse. Non, elle m'avait trompée, avec ce type, dans cette chambre d'hôtel dégueulasse, et j'avais tout vu. Après ça, Sophie m'a envoyé plusieurs textos dans la journée. Tout va bien? Mais je ne répondais pas. Ou juste au dernier. Oui, beaucoup de boulot aujourd'hui. Désolée. Puis elle a arrêté de m'envoyer des messages. J'arrêtais pas de repenser à la vidéo de la veille. Et surtout, à comment faire pour confronter ma copine à la réalité de ce qu'elle avait fait. Le soir, je suis retournée sur le site. J'avais évité de revoir la vidéo, mais elle m'obsédait. Il était déjà tard, et j'aurais mieux fait d'aller me coucher et d'oublier toute cette histoire. Mais je suis retournée sur le site. La catégorie était toujours en première suggestion. Your Girlfriend. La page s'est chargée, il n'y avait encore qu'une seule vidéo de proposée, mais la miniature, toujours en noir et blanc, comme prise avec une caméra de surveillance, et le titre n'étaient plus les mêmes. Elle s'intitulait Sophie Day 2. Et la miniature montrait l'intérieur de la chambre d'enfance
de ma copine. Je la connaissais car je l'avais souvent accompagnée chez ses parents et nous dormions ensemble dans son lit. Sophie est allongée sur ce même lit. Les draps sont jetés par terre et elle est entièrement nue. La porte s'ouvre doucement et un homme entre dans la pièce. Il porte un masque blanc étrange qui lui couvre l'entièreté du visage et se termine en 2 pointes recourbées. Il se déshabille et rejoint Sophie dans le lit. Après quelques minutes, un autre homme arrive. Il porte lui aussi le même masque. La vidéo continue pendant encore 1 heure. À la fin, j'ai dû me précipiter aux toilettes. J'ai vomi tout ce que j'avais dans le ventre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas ce que j'avais vu. Comment Sophie avait pu me tromper avec 2 hommes et de plus dans sa chambre, chez ses propres parents, qui ne s'en seraient pas rendus compte? En outre, les actes commis dans cette vidéo étaient particulièrement... comment dire? Violent. J'avais même pas l'impression à un moment que la femme, je veux dire Sophie, subissait plus qu'elle ne participait à la vidéo. J'ai rematé la vidéo en avance rapide. C'était purement ignoble. Mais il y a un détail qui m'a tordu l'estomac et que je suis sûr et certain qui n'était pas là lors de mon premier visionnage. À la fin, alors que les 2 hommes ont terminé, ils se sont mis debout à côté du lit et ont levé leur visage masqué vers la caméra. J'avais l'impression qu'ils me regardaient, moi. J'ai fermé l'onglet. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. Elle n'allait pas très bien. J'ai mal partout, je crois que je suis malade. Tu es bien chez tes parents? Oui, ils sont là. Tu veux leur parler? Non, pas du tout. J'ai continué sur un ton qui se voulait badin. Et tu as fait quelque chose de spécial hier soir? Là encore, silence de la part de ma compagne. Puis, j'ai entendu ses pleurs. Michael, écoute, je ne me souviens pas. C'est comme un blackout total. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne me souviens de rien. Comme si ma mémoire partait en vrille. J'ai l'impression de devenir folle. Je me suis assis, le téléphone collé contre l'oreille. Sophie était en train de sangloter à l'autre bout. Je connais ma copine. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Elle ne simulait pas. Quelque chose d'horriblement mauvais, au sens strict du terme, était en train d'arriver. Je continue en lui disant: tu me fais confiance? Est-ce que tu peux rentrer dans ta chambre et regarder à l'angle droit en haut de ta commode? Regarde si tu trouves quelque chose qui ressemble à un petit carré noir. Quoi? Fais-le. Et elle s'est rendue dans sa chambre. Non, il n'y a rien. Tu veux que je cherche quoi exactement? Un petit carré noir, comme une caméra de poche. Tu vois ce que c'est? Oui, très bien. Mais il n'y a rien. Pour quelle raison veux-tu que je trouve une caméra ici? Non, pour rien. C'est juste... oublie ça. Je commençais à échafauder des théories à vitesse grand V. Ces types avaient-ils réussi, je ne sais pas comment, à droguer Sophie et même ses parents pour qu'ils n'entendent rien, à installer une caméra puis à l'enlever une fois leur crime perpétré? Qui étaient-ils? Et pourquoi s'en prendre à elle? À moi, via ce site? Pourquoi ces masques bizarres? Sophie interrompit mes pensées. Michael, j'ai une chose à te demander. Comment cela se fait-il que tu me poses des questions à chaque fois que tu appelles sur ce que je fais la veille? Et pourquoi à chaque fois je ne me souviens de rien? C'était à moi de rester silencieux. Elle avait raison. Graduellement, un sentiment m'emplit. Et si je n'étais pas seulement le témoin de ce qui s'est passé dans ces vidéos, mais en fait, la source? Est-ce que le fait d'avoir visité ce site et d'avoir cliqué sur ce lien avait activé une sorte d'entité ou de culte qui s'attaquait maintenant à ma compagne? Je rassurais Sophie et lui demandais de prendre soin d'elle. Elle reviendrait bientôt dans notre appartement et tout irait mieux. Les jours suivants, je n'ai pas visité le site, jusqu'à hier soir. Après quelques jours, j'en étais arrivée à l'idée que tout cela n'était qu'une ignoble blague d'un hacker. Le fait que Sophie soit malade et ait des petits moments d'amnésie était une coïncidence. J'avais dû me faire un ennemi lors d'une mission et quelqu'un voulait s'amuser à mes dépens. Bref, j'avais tout rationalisé. De plus, j'avais eu Sophie au téléphone les jours précédents et elle allait beaucoup mieux et n'avait plus de trou de mémoire inexpliqué. Pour me prouver que j'avais raison, j'ai analysé mon ordi de fond en comble avec plusieurs antivirus et anti-malware. Je n'ai rien trouvé. Puis, j'ai téléchargé un VPN. Mon IP serait ainsi totalement protégé. Et le petit malin qui s'amusait à hacker le site de charme pour me montrer ses vidéos dégueulasses ne pourrait pas le faire. J'ai ouvert le VPN et je me suis rendue sur le site. Il n'y avait plus aucune vidéo, ni aucune catégorie, à part une seule. Your Girlfriend. J'avais tout d'un coup la bouche sèche, mais j'ai néanmoins cliqué sur le lien. Comme d'habitude, une seule vidéo est apparue. La miniature, toujours en noir et blanc, montrait l'intérieur de ce qui semblait être une usine désaffectée. Le titre était « Sophie Last Day ». J'ai cliqué sur la vidéo. Les premières minutes de la vidéo ne montraient que le sol poussiéreux de l'usine ou de l'entrepôt, puis 6 hommes, totalement nus, à part le masque blanc aux pointes recourbées qui leur couvrait le visage, apparurent et se disposèrent en cercle. Ils avaient chacun dans leurs mains
des couteaux de boucher, des sabres ou des machettes. Un 7e et dernier homme arriva. Il tenait une jeune femme par le bras. Sophie. Il la projeta à terre. Elle tenta de se relever, mais l'un des hommes lui mit un coup de poing. Elle retomba lourdement sur le sol. Je hurlai devant mon écran. À ce moment-là, l'homme qui avait frappé ma compagne se retourna vers la caméra et me fit un salut de la main, puis empoigna sa machette. Tous les autres hommes firent de même au même moment. J'ai fermé l'onglet, le navigateur. J'ai coupé internet, saisi mon portable et appelé directement Sophie. Je suis tombée immédiatement sur le répondeur, comme si son téléphone était éteint. Elle n'éteint jamais son téléphone. J'ai ensuite appelé ses parents. C'est sa mère qui a répondu. Pouvez-vous me passer Sophie? C'est important. Elle est montée se coucher. Tu es sûre que tu veux lui parler? Oui! Sa mère est montée. Je pouvais l'entendre dans les escaliers. En même temps, j'étais en train de prier à un Dieu auquel je ne crois pas, le suppliant qu'il ne soit rien arrivé à la femme que j'aime. Michael, c'est étrange, reprit ma belle-mère. Sophie n'est pas dans sa chambre. Elle est peut-être sortie sans qu'on s'en rende compte. J'ai coupé l'appel. Je me suis assise sur mon lit, complètement sonnée. Je pense qu'à un moment, j'ai dû m'endormir, car je me suis réveillée et j'étais allongée. J'avais passé la journée, ou quasiment, au lit. Quand je regarde mon téléphone, il y a plus d'une vingtaine d'appels de la part de ma belle-mère et de mon beau-père, ainsi que d'autres messages sur ma boîte. Je crois qu'ils proviennent de la police nationale. Je n'en ai écouté aucun pour l'instant. J'ai peur de les écouter. J'ai peur de savoir ce qui est arrivé à Sophie. Et il y a un autre message que je viens de recevoir juste avant d'écrire ce post. C'est celui-là que je crains le plus. Je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai reconnu l'icône. Il y a une pièce jointe au message, et c'est une image. Ce message s'intitule « Your Girlfriend ». Et bien voilà la fin du récit. On n'a pas de suite. Le récit a été posté il y a à peu près un peu plus d'un mois, donc peut-être qu'il y aura une avancée. En tout cas, si je vois des updates, je vous tiendrai au courant. J'espère juste que ce récit est un récit fictif, même si c'est précisé que c'en est pas un. Mais bon, après sur Reddit, on connaît. Sur ce Reddit en question, il y a énormément de récits qui sont soit inscrits comme fictifs ou non, mais dans tous les cas, c'est super bien écrit, c'est super bien recherché. J'adore vraiment ce que je trouve. Bon, après en espérant que ça soit fictif, hein, bien sûr. En tout cas, je vous dis, s'il y a des nouveautés, des avancées dans le récit, bah, je vous tiendrai au courant. J'espère que ça n'aura pas trop heurté la sensibilité de certains, parce que voilà, je vous ai dit, hein, il y a des choses pas forcément très sympathiques dans ce thread-là. Donnez-moi votre avis d'ailleurs, et donnez-moi les théories que vous pouvez avoir sur cette histoire très étrange. Et nous, on va attaquer la 3e et dernière histoire. Ce soir, quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres en rentrant du travail, j'ai eu la surprise d'y trouver une enveloppe noire, sans adresse d'expéditeur ni d'adresse de destinataire. Et c'est ce qui m'a le plus troublée. Je l'ai ramenée chez moi et je l'ai ouverte. À l'intérieur, une feuille blanche A4 pliée en 4 avec cette unique phrase tapée à la machine. Regarde sous ton lit. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une mauvaise blague, mais j'ai quand même sorti ma lampe frontale pour aller vérifier. Et là, mon cœur s'est emballé quand j'ai découvert sous mon sommier une deuxième enveloppe, identique à la première. À l'intérieur, une nouvelle feuille de papier avec une nouvelle phrase. Regarde dans ton frigo. J'ai senti la peur et l'angoisse monter en moi, ainsi qu'une grande colère. Quel genre de merde humaine avait osé pénétrer chez moi pour y installer un jeu de piste d'aussi mauvais goût? Et comment avait-on fait? J'avais repéré aucune trace d'effraction nulle part. Comme il était encore relativement tôt, j'ai décidé d'aller sonner à la porte de mes voisins pour voir si d'autres gens de l'immeuble avaient vécu la même mésaventure, en vérifiant leur courrier du jour. Parmi ceux qui m'ont ouvert, tous m'ont assuré n'avoir reçu aucune lettre de ce genre. Et beaucoup ont refermé leurs portes en me regardant bizarrement. J'imagine que mes questions avaient dû leur paraître étranges. Après ça, je suis retournée chez moi, plus angoissée et fâchée que jamais. J'ai ouvert mon frigo et à l'intérieur, quelle surprise! Posée sur un tupperware contenant un reste de sarrasin, une troisième enveloppe noire. Je l'ouvre un peu brutalement, arrachant au passage un bout de son contenu, et je vois une troisième feuille avec une troisième phrase. Regarde dans le miroir. À ce moment-là, je suis vraiment furax et carrément terrifiée. Une partie de moi a juste envie de se rebeller, d'arrêter de faire plaisir à cet enfoiré en jouant gentiment son petit jeu malsain, et surtout, cette partie de moi a juste envie de lui faire bouffer ses lettres et de le regarder s'étouffer avec. Mais une autre partie de moi, dont je ne comprends pas très bien les motivations, a désespérément besoin de savoir comment tout ça se termine. Tremblante et armée d'un couteau de cuisine, j'ai fini par m'aventurer prudemment dans la salle de bain.
Personne. Je me suis approchée du miroir accroché au-dessus du lavabo et je m'y suis regardée. Au début, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Et puis, au bout de quelques secondes, mon reflet s'est embrasé d'un coup. J'ai vu avec horreur mes propres yeux exorbités et ma propre bouche déformée par la douleur, être dévorée par le feu et se mettre à fondre sous l'effet de la chaleur. Incapable de supporter plus longtemps cette vision d'horreur, je me suis écroulée sur le carrelage en hurlant. Mes mains palpaient frénétiquement chaque partie de mon visage que j'avais vu brûler vif quelques instants auparavant, s'assurant encore et encore que tout était bien à sa place et en bon état. Il m'a fallu un long moment pour me calmer et un plus long moment encore pour oser regarder à nouveau dans le miroir. Plus de flammes, plus de chair calcinée, juste mon reflet habituel, celui d'une personne vivante. J'ai ressenti le besoin impérieux de me mettre en position fétale sous l'eau chaude de la douche. Je me suis déshabillée et j'ai tiré le rideau pour y entrer. Là, posée sur le bac à savon, une enveloppe noire. Je la jette violemment dans le bac à douche, je la piétine, je crie, je pleure, je fais couler l'eau dessus et je finis par m'effondrer à côté, à bout de nerfs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini par l'ouvrir, ni par quelle sombre magie son contenu était encore lisible. Et 2 dernières phrases détrempaient. Tu as regardé, maintenant tu sais. Et voilà la fin de ce récit que j'ai personnellement adoré. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas c'est dû à quoi tout ce bordel, parce que du coup c'est pas qu'une histoire de stalker, il y a une histoire un peu paranormale ou je sais pas, peut-être de maladie mentale, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je l'ai trouvée hyper bien écrite, elle est très courte, mais hyper efficace je trouve. Du coup voilà, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Moi personnellement, j'ai grave kiffé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle histoire vous avez préférée. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs pour les autres histoires s'il y a des avancées du coup. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!